Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24, votre dose d'information pour rester connecté avec l'actualité numérique. Au sommaire, cette semaine, cet homme n'est pas une blogueuse syrienne. Tom McMaster s'est fait passer pour Amina Araf et duper les médias du monde entier. Cette affaire dessert-elle la cause des activistes? Tech24 ouvre le débat sur l'anonymat et l'identité en ligne. Une tablette ou un PC portable, fini les choix radicaux. Acer vous propose de combiner les deux. Guillaume Gralet du magazine Le Point a testé pour vous l'Iconia Tab, peut-être un futur concurrent pour l'iPad. Libérée, Amina, le mot d'ordre a fait le tour de la toile pendant plusieurs jours après l'annonce de l'enlèvement de la blogueuse syrienne Amina Araf. Les médias du monde entier et même le département d'État américain se sont lancés à sa recherche. Sauf que celle qui était devenue l'icône du mouvement anti-Al-Assad n'a jamais existé. Sous la signature du blog A Gay Girl in Damascus, traduisait une lesbienne à Damas, se cachait en réalité Tom McMaster, un étudiant américain d'une quarantaine d'années basé à Édimbourg. Aujourd'hui, McMaster se confond en excuses. Écoutez-le, interviewé par The Guardian. Je regrette que beaucoup de gens pensent que je les ai trompés. Je regrette que pas mal de gens voient ma supercherie comme une source de distraction des véritables informations de ce qui se passe réellement en Syrie et des problématiques vécues par les vrais blogueurs activistes, que l'on puisse douter de leur véracité. Guillaume, on le voit, ce détournement d'identité soulève un bon nombre de questions, même de critiques. Les premières viennent d'ailleurs des blogueurs syriens qui craignent aujourd'hui pour leur cause. On comprend leur colère. Pour eux, c'est vraiment la double peine. D'abord parce qu'on va moins les prendre au sérieux, étant donné la qualité. Ce blog, ce faux blog était extrêmement bien fait. Il a été jusqu'à tromper les manifestants dans la rue, les soutiens sur Facebook. Et l'auteur du blog lui-même, il a dit « Je me sentais Amina, Amina était en moi », a-t-il dit lors de ses confessions. Le deuxième risque et le deuxième danger pour les blogueurs, c'est que les autorités syriennes, c'est que Damas soit encore plus dur avec eux, les surveille encore plus, étant donné l'impact qu'a eu ce faux blog dans le monde entier. Enfin, on pourrait se dire, les blogueurs, on voit bien, c'est pas très vrai, on ne sait pas qui se cache derrière. Elles sont aujourd'hui essentielles, c'est aujourd'hui la seule source d'information non officielle. Et étant donné tous les massacres qui continuent en Syrie, il faut continuer à lire ces blogs. Alors évidemment, l'autre question que soulève cette affaire McMaster, c'est la question de l'anonymat. Nous avons interviewé Lina Benmeni, Tunisian Girl. C'est elle qui a incarné la révolution de Jasmin à Tunis. Elle répond à nos questions. Elle plaide réellement pour garder, afficher sa propre identité en ligne. Écoutez-la. Moi, j'ai jamais opté pour l'anonymat. J'ai toujours fait le choix d'afficher mon vrai nom, mes photos et tout ça. Pour moi, c'était une forme de protection. Voilà, tout le monde me connaissait, ça me protégeait. Par contre, je respecte ceux qui optent pour l'anonymat, mais voilà, je sais aussi que si la cyberpolice ou si la police politique veut arrêter quelqu'un, même s'il est anonyme, ils peuvent l'attraper. Alors même si la France n'est pas la Syrie ou la Tunisie au moment de la révolution de Jasmin, on se pose quand même la question de l'anonymat aujourd'hui à Paris. Les internautes sont de plus en plus méfiants et ont peur parce qu'on arrive aujourd'hui à une surveillance inédite dans l'histoire du réseau d'Internet grand public, avec notamment le décret du 25 février 2011, puisqu'il permet en fait, il oblige les fournisseurs d'accès Internet à enregistrer pendant 1 an les dates de connexion, les durées de connexion, les adresses IP des internautes et également les mots de passe. C'est-à-dire que tout peut être tracé et les fournisseurs d'accès à Internet eux-mêmes ont peur en fait de servir d'auxiliaire de police. Donc il y a une surveillance qui appelle quand même à une certaine vigilance et qui se dit mais est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin? Et justement, c'est pour cette raison qu'on voit exploser les moyens de cacher son identité en ligne, voire même d'effacer ses traces sur la toile. On voit ça, alors on voit plus ça uniquement dans les pays durs, dans les pays extrêmement répressifs, on voit ça également en France. J'ai envie de citer le VPN qu'on a beaucoup cité ici, qui permet en fait, Virtual Private Network, de recréer un réseau, de passer par un autre ordinateur, donc de ne pas pouvoir être démasqué. Et puis
aussi le logiciel Tor qui peut être téléchargé gratuitement, extrêmement facile. Lui, il efface les traces au fur et à mesure. Il y a un deuxième argument qui plaide pour l'anonymat, en dehors de la liberté d'expression, c'est celui de ne pas être tracé en fait, par les annonceurs publicitaires, par tous ceux qui veulent savoir exactement ce que vous faites. C'est un argument qui explique aussi cette explosion. Et j'ajoute d'ailleurs que Tunisian Girl, blogueuse pour un printemps arabe, le livre de Lina Benmeni vient de sortir aux éditions des Indigènes, un livre qui retrace son combat et surtout le parcours de cette jeune blogueuse au cœur de la révolution de Jasmin. Décidément, les aspirants iPad Killers se succèdent mais ne se ressemblent pas sur le plateau de Tech24. Tout est dans l'OS, vous le savez, c'est ce système d'exploitation qui va booster les fonctionnalités de votre tablette, Windows 7 ou Android. Évidemment, entre les deux, le cœur du constructeur Acer balance. Il n'a pas voulu choisir, il a sorti 2 versions de cette tablette Iconia Tab, la A500 qui fonctionne sous Android et puis la W500 qui fait le pari de Windows 7. Et Guillaume, quand on voit les critiques qui émergent sur la toile, on peut se dire que le pari est quand même risqué. Le pari est risqué, les promesses étaient très fortes, il faut dire. Vous avez une tablette qui est pas mal faite du tout, vous avez un beau processeur, la connectique est intéressante, mais surtout ce qui nous a séduit, c'est pour ça qu'on a décidé de faire le test cette fois-ci, c'est qu'on peut, regardez, je vais prendre ça ici, on peut le plugger sur un dock, clavier, et hop, c'est très simple. Et hop, du coup, on a un mini-ordinateur. Donc on peut se dire, à chaque fois où c'est un petit peu difficile de prendre des notes en réunion avec un iPad ou avec un concurrent Samsung Galaxy Tab par exemple, on pourrait choisir cet appareil. Au rang des qualités, il y a également un processeur et puis un format 16/9 pour les films ou les jeux vidéo, c'est très bien. À l'usage, après l'avoir essayé plusieurs jours, je suis un petit peu plus mesuré en fait sur le poids, sur l'usage, parce que vous avez un poids qui est de 900 grammes pour la tablette. L'iPad 2 fait seulement 600 grammes. Donc c'est un petit peu difficile à tenir. Et puis le clavier, pour qu'il tienne exactement aux mêmes dimensions, vous n'avez pas de repose-doigt. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis on peut même dire qu'à prix égal, 499 € pour une tablette, il faut rajouter 100 € pour le clavier. C'est donc beaucoup plus cher qu'un iPad. On arrive exactement au même prix qu'un iPad, sans toutes les applications qu'on a grâce à l'iPad, sans l'App Store, puisque là on a celle de Windows, c'est beaucoup moins important. Et j'ai envie de dire que Windows, Microsoft doivent redoubler d'efforts, puisque s'ils sont encore extrêmement dominants en fait, sur les PC, il y a plus de 8 PC sur 10 aujourd'hui dans le monde qui fonctionnent sous Windows, sur le mobile ils ont davantage de mal, et sur les tablettes qui sont les appareils hybrides entre les téléphones portables et puis les ordinateurs, il faudrait peut-être qu'ils travaillent davantage l'ergonomie ou un usage plus facile. Merci Guillaume pour votre expertise. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour nous retrouver, 2 adresses sur les réseaux sociaux. La première, c'est facebook.com/tech24 et puis un mot-clé, un hashtag tech24. Ajoutez-le à la fin de vos messages sur Twitter pour participer à la conversation. On se quitte avec la campagne de cette semaine, c'est celle du ministère britannique de la Défense. Think before you share. Traduisez, réfléchissez avant de partager des informations sur les réseaux sociaux. La campagne s'adresse avant tout aux familles des troupes qui sont en manœuvre à l'étranger. Les soldats de Sa Majesté utilisent énormément les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs proches. Mais savent-ils vraiment qui se cache derrière les personnes qui lisent leurs statuts et leurs mises à jour? C'est la question que pose cette campagne. Restez connectés. À la semaine prochaine. Marc va bien, il passe sa première semaine sur la base militaire de Jackson et il attend une visite de haut gradé. Here we are. Votre famille et vos amis ne sont peut-être pas les seuls à lire vos mises à jour.